That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Gina. Gina, on revient donc sur la conférence de presse, ce que tu as retenu. Alors oui, ce que moi j'ai retenu, comme je vous le disais ce matin, hier, il y avait la conférence de presse donc du COPIL. On l'a annoncé d'ailleurs au Da Fresh Morning hier, et c'est l'occasion encore de rappeler les personnes qui étaient présentes pour que vous compreniez bien qu'on n'était pas sur une conférence avec des personnes qui ne savaient pas de quoi elles parlaient. Donc il y avait le professeur Chua Romain qui est le coordonnateur du comité technique. Il y avait le professeur Bouyou Marielle qui elle est président du comité scientifique, médecin, professeur agrégé en biologie. Et puis il y avait le docteur Guy-Patrick Aubian qui est porte-parole du comité technique. C'est celui que l'on voit le plus, celui qu'on voit le plus à la télévision, qui annonce le nombre de cas et tout ça. Vous aviez aussi le docteur Vané Marie-Thérèse qui est la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Libreville, qui du coup est un hôpital où on accueille des malades du Covid. On avait aussi le docteur Aouono Philippine, qui elle est médecin-chef du centre de santé communautaire d'Ovando, qui est le site de dépistage de masse. Et puis on avait le docteur Armel Minsa, qui est virologue et responsable du laboratoire de diagnostic. Donc voici les personnes qui étaient présentes hier pour la conférence de presse donc du comité technique et médical et autour de la riposte donc du Covid-19. C'était ça la thématique. Il s'agissait de parler de la riposte du Covid-19, l'état des lieux de la riposte sanitaire Covid-19 au Gabon. Et je vais vraiment beaucoup m'appesantir sur la présentation qui a été faite par le docteur Guy-Patrick Aubian, parce que du coup lui il y avait un diapo et tout avec une présentation PowerPoint et puis des chiffres et plein de choses. Et je vais d'abord commencer par la stratégie, parce que ça c'est une question que nous tous nous sommes posés d'ailleurs, et que beaucoup de personnes se posaient encore, j'espère jusqu'à hier, parce que du coup on a tous eu une réponse. Tout le monde se demandait quelle est la stratégie aujourd'hui du COPIL, qu'est-ce qu'ils font pour ralentir la contamination de personnes, où est-ce qu'on en est, pourquoi les cas continuent d'augmenter. Enfin, on avait plein de questions autour de la stratégie du COPIL. Et je pense que quand le docteur Guy-Patrick Aubian a commencé à parler, il a au début de son intervention, il y avait bien sûr le point mondial et tout ça là, je pense que tout le monde peut le voir à la télévision et tout, mais il y avait la partie de la stratégie du COPIL qui s'étalait du coup sur 4 points principaux. C'était premièrement la phase 1 qui était donc la phase qui consistait à ralentir l'importation massive du virus au Gabon. Donc quand on a commencé avec le cas zéro et qu'après on a dit les frontières sont fermées et tout ça, il faut plus que les gens voyagent plus et les gens ne rentrent plus au Gabon et tout. Là on était dans la phase 1 de la stratégie de riposte du COPIL. Donc l'objectif c'était bien sûr de ralentir l'importation massive du virus, et ils avaient donc mis en place plein de dispositifs sanitaires au niveau des frontières et tout ça pour bien sûr éviter que les cas importés, tu sais, si vous vous souvenez bien, lorsque le COPIL faisait des déclarations à la télévision, il disait que on était encore dans les cas importés. C'était tel, et tu te souviens, les publicités disaient même ça, si vous avez fait un voyage à l'étranger ou si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a fait un voyage à l'étranger, et ainsi de suite. Là, on était dans la phase 1. Ensuite, la phase 2, c'était essayer de limiter la contamination locale. Donc ça passait par la fermeture des frontières et la restriction des mouvements dans les lieux publics. Et donc là, on est passé maintenant avec des mesures telles que le couvre-feu et tout ça. Et puis on disait qu'on n'avait pas le droit d'aller à l'intérieur du pays. Et voilà. Ensuite, l'autre phase, c'était bien sûr la phase 3 avec le fait de freiner la propagation communautaire et massive du virus à Libreville et dans les provinces avec la fermeture du Grand Libreville. Du coup, on est passé donc au confinement total qu'on a vu. On a interdit fermement à tout le monde d'aller à l'intérieur du pays, histoire de ne pas emmener donc la maladie dans les provinces et ce genre de choses. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été respecté par certaines personnes, et d'ailleurs hier ils en ont parlé. Et puis on est arrivé ensuite à la phase 4
dont l'objectif est d'éviter en fait la généralisation de l'épidémie. Et si vous observez bien, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'en ce moment on est dans la phase 4. Donc éviter la généralisation de l'épidémie, ça va donc passer par une intensification de la sensibilisation sur les mesures barrières. Donc continuer à m'appeler Madame Covid, c'est justement ça. Il faut continuer à communiquer en fait sur les méthodes de sensibilisation autour des mesures barrières. Et puis il y a aussi le fait de mettre en place, d'étendre en fait les sites de dépistage du Covid-19. Et quand je présentais les intervenants tout à l'heure, tu vois, j'ai parlé du docteur qui est responsable du centre de dépistage de masse du Covid-19 qui a au Vin-d'Eau, donc étendre des centres de dépistage un petit peu partout pour que chacun puisse connaître son statut du coup et donc être pris en charge rapidement. Et puis la prise en charge en ambulatoire des cas simples. Et là vous allez comprendre quand ils vont présenter, parce qu'il y avait l'autre question sur pourquoi il y en a qui ont des médicaments, pourquoi il y a des autres à qui on donne rien, et puis voilà, plein de questions qu'on se posait et qui n'avaient pas forcément de réponse. Donc je vais vous passer toutes les statistiques que vous avez pu voir durant la soirée d'hier, parce que du coup ça a été repris par plusieurs journaux, notamment le nombre de prélèvements qui ont été faits à ce jour. On parlait de 5530, avec dans les 5530 863 cas confirmés, avec près de 2653 cas contacts et 137 personnes guéries et 9 décès. C'est des statistiques que désormais aujourd'hui on connaît. Et l'une des choses qui est intéressante que j'ai du coup relevé donc dans le point de presse du COPIL hier, c'est la répartition des cas par tranche d'âge. Donc si vous êtes arrivé sur ce graphique là comme moi hier quand le docteur Guy Patrick Aubier les présentait, vous allez voir que la tranche d'âge donc de 30 à 39 ans, c'est une tranche d'âge qui est vraiment impactée du coup par le Covid. En fait, ça se trouve au milieu. Quand il présentait le graphique, tu avais au-dessus 40-49 ans et puis en bas 30-39. Donc peut-être que c'est dans la tranche des 30 à 49 même, je dirais. Tu vois, c'est la tranche qui est du coup la plus impactée. Et c'est donc ces personnes-là, tu sais, quand tu as 30 ans, tu as 35 ans, ouais, je suis en forme, j'ai pas de problème, donc normalement le Covid peut pas me choper. Faut savoir qu'aujourd'hui, le nombre de les gens qui sont contaminés, genre qui ont le Covid et tout ça, ils font partie de cette tranche-là. Donc il faut quand même prendre des précautions. Et s'il y a un truc qui m'a rassurée, quand même, c'est que le taux d'enfants contaminés n'est pas aussi élevé que ça. Il était vraiment genre, tu vois, c'était une sorte de pyramide comme ça, inversée, donc qui descendait vers les enfants. C'était vraiment très peu. Et donc moi, ça me rassure parce que j'ai forcément beaucoup de nièces, beaucoup de petits-enfants que je connais, et j'ai pas envie, tu sais, un adulte, c'est plus facile de supporter une maladie telle que le Covid lorsque tu es un adulte, parce que tu peux interpréter ce que tu ressens. Mais pour les enfants, tu vois, ça peut être une maladie vraiment choc, et ça peut être encore plus dur pour les parents d'être là et de pas pouvoir en fait aider leurs enfants. Donc ça m'a un petit peu mis du baume au cœur de savoir que les enfants, il y avait très peu d'enfants contaminés et tout. Et après, on est bien sûr arrivé au niveau des cas contacts. Donc, tu sais, il y a bien sûr les personnes qui ont été testées positives, et lorsque le COPIL faisait ses enquêtes, il y a ce qu'on appelle des cas contacts. Donc, dans les cas contacts, il disait qu'il y avait 2653 cas contacts connus. Et dans les cas contacts connus qui sont ensuite devenus positifs, donc au 12 mars 2020, il y avait 12% des cas contacts connus qui sont ensuite devenus positifs. Ça aussi, du genre, ça m'a mis du baume au cœur. C'est important. Parce que comme tu vas le découvrir ensuite dans une déclaration que un des docteurs a dit hier, aujourd'hui, il est important que tout le monde mette son masque, que tout le monde respecte scrupuleusement les mesures barrières, parce que on est passé dans une phase de contamination au Covid où nous devons tous comprendre que peu importe, en fait, on doit intégrer dans notre tête que toutes les personnes que l'on rencontre durant la journée, dans nos déplacements, dans notre vie et tout, ont certainement le Covid. Donc pour ça,
Si on met ça dans notre tête, on comprend alors qu'il n'y a pas de moyen qu'on baisse un petit peu la garde avec qui que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit que dans les cas contacts, donc, il y a 12% qui sont devenus positifs. Pourquoi c'est du genre un point assez encourageant pour moi, parce que tu comprends du coup que il y a des personnes qui ont pu être épargnées. Peut-être que inconsciemment tu as été en contact avec quelqu'un qui avait vraiment le Covid et tu n'as pas chopé le Covid, donc c'est pas non plus automatique, tu vois, et c'est peut-être parce que tu as été un cas contact, tu as peut-être été à côté d'une personne qui avait le Covid, mais là dans ce cas tu as respecté les mesures, donc c'est aussi genre la confirmation qu'en respectant les mesures, tu vois, tu peux éviter le Covid d'une certaine manière. Enfin bref, j'ai fait plein d'interprétations autour de ça. Et c'est ce que je partageais donc aujourd'hui. Après, il y avait la question des cas asymptomatiques et des différentes formes de cas. Donc aujourd'hui au Gabon, il y a 7% de personnes qui ont le Covid, genre qu'on peut dire le Covid grave, tu vois, qui nécessite donc d'être en réanimation avec une assistance respiratoire et tout ça. Pour les autres, tu as 42% des personnes qui sont Covid positifs asymptomatiques. Là, c'est à ce niveau que, tu vois, la phrase que je disais préalablement est très très importante. C'est que tu peux voir des gens dans la journée, mais avoir l'impression que personne n'est malade, mais non, ils sont malades, tu vois. Et peut-être que toi, tu as des dispositions, tu as peut-être une maladie et tout qui fera en sorte que une fois que tu chopes ça, ce soit plus grave chez toi. Donc du coup, tu es obligé, on est tous obligés de respecter mais scrupuleusement les mesures. Là, on n'a plus le choix en fait, parce que comme je le présentais au départ, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, on est dans la phase 4 du Covid en ce moment au Gabon. Donc là, on ne blague plus là. On n'est plus en train de se dire que c'est des cas qui viennent de Paname, de je ne sais pas quel autre pays. Non, là, on est dans la phase 4. C'est général là maintenant. On ne sait plus qu'il y a ça. Moi, je peux être en train de faire cette émission et la voir. Ou d'après, je peux être à côté de moi et la voir. Et puis un jour, vous allez juste voir qu'on ne fait plus l'émission. On est tous cloués chez nous parce qu'on est malade. Enfin bref, il faut qu'on prenne nos précautions. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui guérissent et j'y arrive. Après, toujours dans les graphiques que le docteur Guy Patrick Aubian présentait hier, il présentait les types de symptômes. Alors, les symptômes aujourd'hui ont vraiment beaucoup évolué, on en sait un peu plus. Il y a bien sûr des personnes qui commencent à avoir, il y a bien sûr des personnes qui ont des difficultés respiratoires. Ensuite, il y en a d'autres. Donc, je vais d'abord commencer par le pourcentage le plus élevé. Hein. C'est des personnes qui ont une toux fébrile. Donc, il y a une petite toux, voilà, tu vois, qui épuise un petit peu. Je suis à côté de toi, d'abord, je ne tousse pas. Mais j'ai pas de toux aussi. On ne sait jamais. Imaginez la toux fébrile. Donc, il y a des gens qui ont une toux fébrile. La petite toux que tu as souvent là quand tu... Voilà. Après, il y a d'autres symptômes qui peuvent arriver, comme des céphalées et tous les symptômes qu'on a présentés, de la fièvre et tout ça. Ça, c'est les 22% là. Il y en a aussi qui ont des douleurs thoraciques. Donc, tu as vraiment mal à la poitrine et tout ça, ou tu as des petites douleurs et tu comprends pas. Après, tu as d'autres personnes qui vont avoir des difficultés respiratoires. Donc, les difficultés respiratoires, c'est pas uniquement genre je m'étouffe. Hein. C'est, vous pouvez faire, si vous prenez par exemple des marches d'escalier que vous avez l'habitude de prendre et vous voyez qu'après la première marche, la deuxième, vous êtes carrément essoufflé. Pourtant, vous n'avez pas fait un exercice physique particulier. Vous comprenez que là, maintenant, vous commencez à avoir des difficultés respiratoires. Et puis après, vous avez les 11 autres % de cas qui sont caractérisés, je pense, par l'asthénie. Je pense que si mes souvenirs sont bons, c'est peut-être ce qu'on qualifiait par la perte du goût et de l'odeur et de l'odorat. J'espère que c'est ça. Je sais plus, il faut que je cherche ce que veut dire asthénie. Parce que là, c'est juste mes souvenirs d'hier. Et puis donc après, je continue dans les choses que j'ai retenues. Tous les symptômes là doivent être ensemble ou bien c'est chacun? Alors, je ne pense pas que... Parce que la maladie est vraiment différente, en fait, d'une personne à une autre. Hein. Donc, non, l'asthénie, c'est une fatigue physique. Donc, c'est une fatigue physique générale. Donc, un affaiblissement de l'organisme. Tu vas voir que tu es vraiment très, très épuisé. Tu te lèves le matin et tu es tellement fatigué que tu te rendors. Genre, tu peux rien faire. Tu es juste trop fatigué. Tu as une fatigue générale. Donc, il y a aussi 12% je pense, 12%, je
regarde les statistiques, voilà, 11% de personnes qui ont le Covid qui parlent d'une fatigue générale. Et il y a aussi celles qui parlent de la perte du goût et de l'odorat. Donc après, il y avait la partie de la question des personnes qui ont des comorbidités. Et ça, aujourd'hui, c'est très important de revenir là-dessus parce que, comme tu sais, on en parlait la dernière fois, il y a beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui ne connaissent pas leur statut. Vous avez beau être jeune, hein, avoir 30 ans, 25 ans et ainsi de suite. Il y a parfois des gens qui ont du diabète ou qui ont même des problèmes de tension mais qui ne savent pas. Parce que chez nous, en fait, on va à l'hôpital quand on est malade. On va pas genre faire des check-up comme ça. Ouais, cette année, je vais un peu checker pour voir un petit peu comment mon corps se comporte, si je vais bien, même si je fais pas une maladie particulière. Donc, on a certainement dans notre entourage des personnes qui sont diabétiques mais qui ne savent pas. On saura qu'elles sont diabétiques le jour où elles vont taper un coma diabétique, tu vois, ou le jour où elles vont taper une crise et qu'on va faire des examens. Là, on va dire, ah ouais, en fait, elles étaient diabétiques. Et il faut comprendre que dans les cas de comorbidité, il y a 44% des personnes qui ont la tension, qui souffrent de la tension. Et il y a 28% de cas qui ont d'autres cas de comorbidité. Et puis, tu as 15% de personnes qui ont le mix tension-diabète. Et tu as 13% de personnes qui ont le mix diabète, qui ont juste le diabète. Et ce sont ces maladies-là, en fait, c'est comme un cocktail explosif. Si tu as genre si tu as genre le diabète, ou si tu as diabète et tension, et ensuite tu as encore le corona, c'est vraiment un cas à risque, quoi, tu vois, c'est vraiment très sensible, ta situation est vraiment très, très sensible, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de répéter aux gens, si vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, et ainsi de suite, une administration, ou peu importe, c'est très important d'écouter ça aujourd'hui, et j'espère que vous avez vu la conférence de presse hier. Vous savez que vous êtes une personne qui souffre de diabète, ou de tension. Restez déjà chez vous. Attendez de voir comment les choses évoluent et tout. Peut-être que d'ici là, un pays trouvera un remède ou je sais pas, ou qu'on aura un protocole qui sera vraiment très puissant ou très effectif et tout. Mais limitez au maximum vos déplacements. Parce que il y a bien des personnes aujourd'hui qui savent qu'elles ont la tension. Il y a des personnes aujourd'hui qui savent qu'elles ont le diabète. Mais qui sont quand même genre dans Libreville et continuent à aller dans des centres commerciaux et continuent à se balader un petit peu ci et là. Sachez, mesdames et messieurs, que votre situation est vraiment très sensible et très délicate. Là, on est en train de parler d'une question de vie ou de mort. Et je ne suis pas en train de dire que c'est dès que vous avez ça et puis vous allez choper le corona, vous allez directement mourir. Je dis que c'est des facteurs, et c'est ce que j'ai écouté à la conférence hier, c'est des facteurs qui peuvent aggraver en fait votre situation. Donc, il faut faire attention et n'hésitez pas à même faire, il y a certains qui me disaient ouais mais Gina, mais tu vas pas dire à ton patron que tu ne vas pas travailler, il va voir ça comme si tu fuis le travail. Si vous avez votre certificat médical qui dit que vous avez par exemple la tension ou que vous êtes diabétique, vous pouvez très bien faire une demande à votre entreprise qui vous mettra donc en quarantaine chez vous, et puis vous travaillerez de la maison, vous mettez tous les moyens pour travailler directement de chez vous. Objectif, éviter au maximum en fait les contacts avec les gens, parce que vu la phase de corona dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, ben on peut plus savoir qui l'a et qui ne l'a pas en fait. Après, il y avait bien sûr l'autre partie qui m'a un petit peu fait dormir paisiblement ce soir. Enfin, j'ai été un petit peu rassurée après avoir écouté ça. C'est que il y a 5% de personnes, il y a 5% de cas qui guérissent spontanément, donc sans traitement, et il y a 95% de personnes qui guérissent en fait sous traitement médical. Donc pourquoi est-ce que ça a été encourageant? Parce que tu sais, je pense qu'il y a un médecin qui prenait cet exemple hier. C'est comme quand on a la grippe. Il y a des personnes qui, quand elles ont la grippe, elles ne prennent rien. Elles se couvrent, elles prennent un bain chaud, une tisane, elles dorment une journée et le lendemain, c'est bon, leur cas est réglé. Et puis il y en a d'autres où quand elles ont la grippe, ça nécessite vraiment la prise de traitement d'un traitement médical. Donc aujourd'hui, en fait, il faut pas non plus que l'on soit dans une psychose totale en disant que dès qu'on aura le corona, ça y est, c'est la fin de notre vie et tout ça. Il faut qu'on respecte les mesures, mais il faut aussi qu'on garde ce petit côté optimiste où on se dit que le Covid ne signifie pas directement voilà, la mort, quoi. Il faut que l'on comprenne que
dans cette affaire de Covid, on peut y guérir et c'est pour ça que le graphique sur les décès liés au Covid était encore un petit peu intéressant parce qu'on disait que il y a 1% de cas testés positifs qui représentent donc les personnes décédées. Donc 1% dans le nombre de 1% de cas, oui, 1% de cas positifs qui représentent les cas décédés. Donc sur 100% de personnes, sur une quantité de personnes, en fait, il n'y a que 1% qui décèdent. Je dis il n'y a que, je suis désolée, il y a 1% parce que ce n'est pas peu, c'est des vies de personnes et c'est grave. Mais il y a 1% de personnes qui décèdent. Donc aujourd'hui, il faut que l'on prenne ça aussi en compte concernant la prévention et tout. Et il faut pas, parce que tu sais, ça c'est ma contribution. Maintenant, la maladie c'est aussi psychologique, tu vois. Si psychologiquement tu te dis que là c'est dead, c'est fini pour toi, tu te laisses aller, tu vois. Même quand les gens sont malades et qu'ils ont le cancer, par exemple, tu vois, les médecins disent toujours qu'il faut se battre parce qu'il faut toujours garder une attitude mentale positive où tu gardes un mental où tu te dis ça va aller, tu vois, je suis pris en charge, ça va aller. Donc faut pas non plus qu'on mette un scénario catastrophe dans la tête des gens du style dès que tu as le Covid c'est bon, ton cas est réglé, ainsi de suite. Non, il faut bien sûr qu'on respecte les normes, les mesures d'hygiène et tout, les mesures barrières, et qu'on tienne toutes ces statistiques là en tête. Après, maintenant, on va arriver à l'algorithme qui a certainement qui a répondu à la question de plein de personnes. Donc, concernant la prise en charge des patients du Covid-19 positif, il y a bien sûr d'un côté les patients asymptomatiques et il y a d'un côté les patients symptomatiques. Donc, si vous êtes un patient asymptomatique sans comorbidité, il se pourrait que vous soyez pris en charge, vous ayez une prise en charge ambulatoire et à domicile, c'est-à-dire qu'on va peut-être te donner un traitement, mais tu restes chez toi, genre en quarantaine et tout. Si tu es un patient asymptomatique avec une comorbidité, donc peut-être le diabète, la tension ou diabète et tension, tu peux avoir une prise en charge ambulatoire et une consultation chez le médecin spécialiste, donc un suivi, mais là tu es asymptomatique, donc tu peux toujours rester chez toi et tout, mais tu es toujours en contact avec le médecin et tout ça. Après il y a la partie des patients symptomatiques, donc eux si ils ont une contamination légère sans comorbidité, c'est-à-dire que tu as été testé positif au Covid, tu as genre les symptômes, mais c'est léger, du genre tu ne t'étouffes pas et ce genre de choses. Toi, tu peux faire l'objet d'une prise en charge ambulatoire à domicile. Il faut bien retenir ça. Tu es patient Covid positif, c'est léger, tu n'as pas de comorbidité, donc il se pourrait que tu sois pris en charge en ambulatoire à domicile. Maintenant, si tu es un patient symptomatique, tu as les symptômes, et puis c'est léger, mais tu as une comorbidité, tu as le diabète, tu as la tension, tu as plein de choses qu'on disait là. Tu peux être hospitalisé dans une formation sanitaire, l'hôpital général, l'hôpital militaire d'Akanda et ce genre de choses. Ou si tu es un patient symptomatique grave, avec ou sans comorbidité, donc même si tu n'as pas de comorbidité, que tu t'étouffes et ce genre de choses, là, tu vas forcément être hospitalisé dans une structure sanitaire en soins intensifs. Ça répond à la question, oui, pourquoi on m'a amené là-bas et puis on m'a pas donné de médicaments et ce genre de choses. Et le médecin expliquait que c'est pour ça que quand les gens sont testés, en fait, quand on est testé positif, après il y a une batterie de tests qui sont faits en fait pour identifier exactement la personne qui est là pour savoir si on lui donne un traitement et surtout quel traitement donner, parce qu'on ne donne pas comme ça. Tu te lèves pas et puis tu demandes à quelqu'un, et puis tu donnes à quelqu'un un antibiotique par exemple de plein de milligrammes et tu sais pas en fait comment il se passe, comment va son organisme. C'est d'abord plein d'examens que l'on fait pour adapter ensuite le traitement à la personne. Et pourquoi ensuite c'est important de parler de cette question de prise en charge ambulatoire à domicile, parce qu'aujourd'hui on est bien d'accord que sur 800 cas que l'on a aujourd'hui, là on enlève les guéris et machin, je pense qu'on peut tourner autour de 700 cas positifs. Si aujourd'hui toutes les 700 personnes là se trouvaient dans les hôpitaux, on est bien d'accord qu'on a là, c'est bon là. On ne devait pas avoir assez de place, assez de personnel, même peut-être pour les gérer et ce genre de choses. Donc c'est aussi d'une certaine manière pour désengorger les centres hospitaliers, parce que si quelqu'un respecte bien sa quarantaine, il est chez lui,
il prend bien ses médicaments, il est suivi par son médecin qui va peut-être appeler 3 fois par jour pour savoir comment tu te sens, comment ça évolue, est-ce que tu as pris ta température et ainsi de suite. On évite d'emmener cette personne à l'hôpital, elle va prendre un lit, elle va nécessiter que les médecins soient là et ce genre de choses. Ça charge les hôpitaux. Et le Gabon n'est pas le seul pays à avoir fait ça. Je pense que si vous avez bien suivi l'actualité du Covid, dans plein de pays, ça s'est passé comme ça. Si on pouvait vous mettre en quarantaine à la maison et puis vous suiviez votre traitement, vous restiez en quarantaine à la maison, tu vois. Donc, voici ce que moi j'ai retenu en fait de la conférence du COPIL hier. Maintenant, après, il y a plein d'autres choses qui pourraient peut-être parler à d'autres personnes. Mais moi, ce que je vous présente, c'est ce qui m'a parlé à moi. Maintenant, une autre chose qui est très importante aujourd'hui, et je vais revenir là-dessus, c'est quand le médecin a dit qu'aujourd'hui au Gabon, il faut qu'on comprenne désormais qu'on ait l'attitude des gens qui se disent que toutes les personnes que l'on croise durant la journée ont le Covid. Si on a intégré ça dans notre tête, quand on sort de chez nous, ça va devenir automatique. Dès que tu ouvres la porte de ta maison, tu mets ton masque. Dès que tu arrives au bureau et tu travailles et tout ça, machin, et que tu veux par exemple manger une pomme ou je sais pas quoi, tu te laves les mains. Dès que tu veux faire un truc, tu prends l'ascenseur et tout. Dès que tu sors de l'ascenseur, tu te diriges directement vers la douche, tu te laves les mains avec le savon. Tu as peut-être rencontré quelqu'un, tu as même eu une petite discussion avec ton collègue, tu as utilisé son stylo, tu mets du gel hydroalcoolique et ce genre de choses. Si on commence à intégrer ça, parce que le Covid, c'est pas une maladie parce qu'ils ont parlé de ça hier aussi, il faut arrêter de stigmatiser les personnes qui ont le Covid. Parce que les journalistes demandaient oui, mais pourquoi il n'y a pas de personnes qui témoignent et tout. Et ils disaient que les personnes qui sont guéries du Covid n'ont pas envie de témoigner. Parce qu'aujourd'hui, le Covid est vu comme la peste noire. Si on apprend que tu as eu le Covid, du style, les gens vont totalement, tu vas être blacklisté, ce genre de choses. Donc, il faut qu'on arrête de blacklister les gens. Enfin, c'est pas une maladie qu'on commande. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti dans un marché puis qui a dit ça y est, je vais avoir le Covid. C'est un truc qu'on chope comme ça et puis parfois les gens ne savent même pas où ils ont chopé ça, surtout en cette période où c'est devenu communautaire. Ça peut être d'une manière totalement banale, mais parce que tu as été imprudent et que tu as oublié peut-être de te laver les mains ou que tu as porté ton doigt à l'œil pour te nettoyer le visage et puis tu avais oublié et ce genre de choses, ça peut être totalement banal en fait. Donc il faut aussi qu'on arrête de voir les personnes qui ont le Covid comme des personnes qui l'ont bien cherché. Genre oui, vous l'avez bien cherché, vous êtes sortis, fallait pas, ce genre de choses. Il faut que l'on voit ça véritablement comme une maladie, et une maladie dont on guérit. Voilà, c'est du genre la mort n'est pas la seule porte de sortie, quoi. C'est une maladie dont on guérit et dont on peut se relever, et on va se relever, mais genre tous ensemble. Ouais. Tous ensemble, parce que à ce moment-là, il ne s'agit plus de gouvernement, il ne s'agit plus de COPIL. Il ne s'agit plus des pauvres militaires et des pauvres policiers qui sont dans la rue et qui doivent chaque jour, même encore ce matin, je voyais ça, ce qui est totalement triste, qui doivent rappeler aux gens chaque jour, allez, mets ton masque, tu vois, il faut qu'on te gronde pour que tu le mettes. Non, on ne doit plus être à ce niveau-là. On est en phase 4, donc normalement, tout le monde doit avoir compris désormais que les seules mesures barrières qui nous restent, c'est le port du masque et le fait de se laver les mains. Donc si chacun de nous intègre ces comportements-là, au lieu il passe de comportements genre hygiéniques à de véritables comportements genre qui sauvent la vie de personnes qui nous entourent, quoi. Donc voilà ce qu'il y avait à retenir, et j'ai vraiment aimé ce point de presse, parce que du coup ça rend les choses un petit peu plus claires pour tout le monde, et puis ça évite toutes les fake news et toutes les idées reçues que l'on avait là, surtout sur n'aller plus à l'hôpital, on va là-bas, on chope le corona, on tue les gens et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a un médecin qui a dit qu'elle a fait 12 ans de médecine et elle peut pas faire 12 ans de médecine pour venir tuer les gens. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc il faut un petit peu arrêter aussi avec ce genre de phrases et tout pour certains médecins qui chaque jour, je dis bien pour certains médecins, qui chaque jour en fait se battent au quotidien, quoi, pour traiter les personnes qui ont le Covid, parce que vous et moi, si on tombe malade, on va forcément atterrir chez eux, tu vois, et ils seront là pour s'occuper de nous. Donc il faut aussi il faut les encourager, et il faut les remercier pour ce qu'ils font. Il y a des personnes qui ont été guéries du fait de l'action de ces médecins-là. Donc faut pas non plus avoir un tableau tout noir, quoi. Là tu vas arriver à l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. D'accord. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, pour parler de la conférence du COPIL.
That Fresh Morning.